arrive à la deuxième partie, la déportation en Algérie. Alors, dans la déportation en Algérie, vous avez en gros deux groupes, un tout petit groupe, mais qui est important politiquement. C'est les 27 députés communistes qui ont été condamnés par un tribunal militaire, qui vont se promener lors de l'invasion à travers la France et qu'on va envoyer à Alger, à Maison Carré. Non, oui, à Maison Carré. Bon, c'est mon épouse qui me sert, comme j'ai Alzheimer, j'ai une épouse qui est là. Alors, elle connaît non seulement mon orthographe, ceci et cela, mais elle surveille. C'est aussi le prof, donc c'est terrible. Alors, ensuite, vous avez ce que j'appellerais les indésirables français. Alors, en gros, il y a, pour une ligne de grandeur, il y a 500 indésirables français, 1200 indésirables étrangers, essentiellement en République espagnole, et 200 indésirables étrangers autres, c'est-à-dire essentiellement des brigadistes internationaux. Alors, si je commence par les indésirables français, dans Lot-et-Garonne, vous en avez 4 repérés. Je ne suis pas sûr du tout, parce que on n'a pas de liste, c'est très compliqué au niveau des listes. Il faudrait que je retrouve les listes d'embarquement. Alors j'en ai retrouvé une, celle du 31 mars 1941. C'est sur le bateau qui les amène, vous avez la liste. C'est tous des étrangers d'ailleurs. Mais sinon, on ne sait pas. J'ai par exemple une liste du départ du camp de Saint-Sulpice, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient tous été déportés, parce qu'il y a peut-être eu un abandonné, peu importe. Alors, dans Lot-et-Garonne, vous en avez 4, qui sont, à mon avis, très représentatifs du Lot-et-Garonne. Alors, vous avez d'abord nommé Pierre Abadi. Lui, c'était un paysan, dont le père, c'est parce qu'en 1920-1921, dans le Lot-et-Garonne, il y a eu de très grandes luttes chez les métayers, qui était un système archaïque, au sens premier du terme, de surexploitation de la population. Il y a eu un très grand mouvement de lutte qui a entraîné d'ailleurs une forte implantation du Parti communiste dans la paysannerie. C'est-à-dire, avec le Midi Rouge, Lot-et-Garonne est un lieu où la paysannerie est à gauche, voire à l'extrême gauche, dans l'entre-deux-guerres. Et donc, c'est avec Pierre Abadi, il va jouer un rôle dirigeant. Alors, par exemple, en 1935, il est condamné à 15 jours de prison pour avoir manifesté avec une centaine de personnes contre des saisies-ventes de biens du paysan. Et ils vont aussi manifester contre la guerre du Maroc. Bon, c'est un militant communiste avec des responsabilités nationales au niveau des paysans. Vous en avez un deuxième, Irénée Amat. Lui était ouvrier bouchonnier, toujours militant communiste. Vous avez le troisième, Louis Oren. Alors lui, c'était un ouvrier des lignes PTT, un petit peu même du prolétaire, du fonctionnaire prolétaire, si je puis m'exprimer ici. Alors lui, il fait une carrière bizarre parce qu'il se promène à travers la France pour des questions de naturalisation. Il sera même élu en 1928 député d'Issoudun, avec des problèmes politiques, mais je n'ai pas le temps. Alors si vous voulez des renseignements sur ces noms, vous rentrez sur le métro, vous avez de magnifiques biographies. Là, coup de chance, il y a des gens qui travaillent, donc c'est parfait. Alors, bien qu'ayant dénoncé le pacte germano-soviétique, il va être arrêté le 26 septembre 1939 et envoyé à Gurs, puis à Nexon, un camp dans la Haute-Vienne. Et puis vous avez Émile Labrune, dont je reparlerai. Labruni, il faut toujours surveiller. Émile Labruni, un esthite, alors c'est pour ça que je dis qu'on a le panel complet, qui lui sera aussi intelligent. Et alors, je reviendrai parce qu'il a un parcours très intéressant un peu plus tard. Alors, j'ai pas le temps, j'ai retrouvé un tract qui avait été collé à Perpignan, annonçant à la population des premières déportations et appelant les gens à manifester, mais je ne vais pas vous le dire parce que ça sera un peu long. Alors, on choisit d'envoyer tous ces gens par Port-Vendre. Alors, le choix de Port-Vendre s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le chemin le plus court pour l'Algérie. Ça, c'est bon. Deuxième point, c'est la proximité des camps. Le Vernet d'Ariège, c'est le Sulpice, c'est plus proche. Bon. Et puis surtout, il y a aussi Argelès-sur-Mer, juste avant. Et puis, il y a le camp de Rivesaltes. Et donc, si vous voulez, en général, les gens qui venaient des autres camps, c'est le Sulpice, le Vernet, on s'arrangeait pour qu'ils passent la nuit, le convoi passe la nuit à Rivesaltes, pour être à 5h du matin ou très tôt le matin à Port-Vendre pour embarquer. Donc c'est aussi l'explication du choix. Bien. Alors, quand même, le fameux Anton, je vous dis un peu, 7 juillet 1942. Des rumeurs, alors lui, il est au Vernet d'Ariège. Des rumeurs de départ d'internés
sont des rumeurs de départ d'Internet. Le 10, 5 heures, avec 45 hommes, nous partons pour la gare de Toulouse, confinés dans des wagons, des militaires silencieux et peu aveugles. 20 heures, nous arrivons à Rivesaltes. Je reconnais le Caligou, parce que lui, il avait fait la retirade, donc il avait fait les temps des plages. Le bateau se remet en marche, N, puis Argelès. Nous stoppons à Argelès, je vous expliquerai la suite tout à l'heure. Et donc, de là, ils partent pour le Vernier. Et à l'époque, il y avait, ça a disparu, parce que aujourd'hui le camion malheureusement a tué le chemin de fer. Et à l'époque, vous aviez des rails qui arrivaient sur le quai. Et il y avait une gare maritime. Et donc, ils rentrent en gare maritime, et là, il y a ce qu'on appelle un cargo moutonnier. Parce que il y avait deux navires spécialisés dans le transfert de moutons entre l'Algérie et la France. Alors, ne me demandez pas dans quel sens, je n'ai pas encore compris dans quel sens ça fonctionnait. Mais bon. Et au fond du cargo, au fond de cale, comme on dit, on avait mis de la paille, les moutons étaient là. Et donc, alors lui, le français dit ceci, 5 heures du matin, le train rentre en gare maritime, et wagon par wagon s'arrête devant le panneau de cale du bateau, un moutonnier du nom de Jebel Abou. Rapidement, nous sommes cadenassés à fond de cale, nous sommes sur les litières des précédents occupants, des moutons. Nous arrivons à Alger en piteux état. Effectivement, bon, 33 heures de traversée, c'est pas très long, on fait quand même en fond de cale, ça commence, et quand ils arrivent à Alger, on les envoie, alors ça c'est Antonio qui dit, embarquent dans des camions pour une asile, la bouchée de pain, accueil miséreux, repas frugal, chaleur étouffante, malgré un air marin. Nous sommes tous dans l'inconnu. Repas de midi, nous prenons les camions en gare d'Alger. Puis nous prenons un train pour Blida. Puis l'autre train, à voie étroite, roule lentement tout l'après-midi, la nuit suivante, arrivé à 9 h le 13 juillet à Djelfa. Et alors, que je vous explique quelque chose. L'Algérie était divisée en deux. Sur la frontière méditerranéenne, il y avait les 3 départements. Départements français. Si ce n'est qu'une majorité de la population, les indigènes et musulmans, n'avaient aucun droit civil et avaient des droits sociaux extrêmement limités. Voilà. Mais c'était des départements français. Et puis au sud, il y avait ce qu'on appelait les territoires du sud. C'est-à-dire le Sahara, si vous préférez. Et les territoires du sud étaient commandés directement par les militaires. Parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose. On vous parle toujours aujourd'hui, régulièrement, de ce Sahara incontrôlable. Ça va des Sahraouis jusqu'à je ne sais où, la Libye, tout ça. Le Sahara n'a jamais été contrôlé. La pacification du Sahara, c'est une pacification apparente du Sahara, c'est la guerre jusqu'à 14. Certains ont vu un film avec 2 Depardieu jeunes. Ça s'appelait Force Sagan. On voyait Depardieu avec une troupe de Méhari assurer l'ordre. Ça, c'est avant 14. Mais la guerre du Rif, c'est-à-dire le territoire entre l'Algérie et le Maroc espagnol. Parce que là aussi, quelque chose que peu de... Vous le savez certainement, mais que peu de gens savent, c'est que l'Espagne, au lendemain de la Première Guerre mondiale, Tanger était devenue une cité internationale, mais l'Espagne avait récupéré toute la frange méditerranéenne du Maroc. Ce qui vous explique que Franco, qui a été là, avait pu avoir des troupes marocaines importantes. Et donc il reste aujourd'hui 2 petits morceaux, mais c'est tout. Tout ce qui est la côte méditerranéenne entre l'Algérie et, j'allais dire, Tanger, c'était l'Espagne. Et entre les deux, il y avait une chaîne de montagnes, le Rif, où il y avait des tribus qui avaient envie d'être espagnoles ni françaises, et il y a eu une guerre qui a duré 2 ans. Espagnol d'abord, puis franco-espagnol par la suite. Donc ce Sahara, il est peu contrôlé. Et donc il y avait toute une série de forts. Il y a même, si vous cherchez des photos, vous verrez des gares fortifiées dans le Sahara. Et donc, vous imaginez, vous êtes à Alger, vous prenez une première voie, chemin de fer normal, puis un chemin de fer en voie étroite, et vous arrivez à Djelfa, c'est-à-dire de l'autre côté de la frontière. Vous n'êtes plus dans le département d'Alger, mais vous êtes en zone sud. Et là, vous avez une petite ville, avec, devant la petite ville, vous avez une forteresse. Et, pour tout vous dire, les premiers cas, c'est la colonisation la plus totale. Alors, je vous explique en 2 mots. Ouais, alors, on met les gens dans des camps d'internement. Je reviens donc à 1939. On les met dans des camps d'internement.
Mais c'est la panique, les camps d'internement. Parce qu'il y a quelques-uns le long de la côte, et vous avez Arles, des de grands camps où on va stocker les Espagnols. Mais pour les Français, on ne sait pas où les mettre. Donc vous avez les compagnies disciplinaires, alors le Larzac, nous avons Larzac. Vous prenez tout ce que vous avez sous la main, c'est-à-dire des châteaux vides. Vous les mettez dans des châteaux vides. Si vous allez à Rivelles, c'est dans l'Aude, il y a une usine abandonnée, près d'une gare, on met un peu de barbelé et on fait un camp d'internement. C'est du bricolage. Et ce bricolage, il va s'arrêter lorsqu'on va ouvrir le camp de Saint-Sulpice-la-Pointe, qui est un vrai camp, comme d'ailleurs celui d'Argelès, 20 baraques avec des banquets, ainsi de suite. Et la 21e baraque, qui est la baraque disciplinaire, c'est la prison. C'est la prison de Castres, puis ce sera la prison de Gaillac. Bon. J'ai dit ça pourquoi? Parce que il y a plein de gens. Vous imaginez pas le nombre de gens qui sont dans des camps. Vous avez des Espagnols, vous avez des immigrants de Français, et après vous avez tous les réfugiés. Ce qu'on appelle ces réfugiés qui, et dans le Tarn, vous avez quand même plus de 20 000 Belges qui sont arrivés en train. Alors je ne sais pas dans le Tarn, Lot-et-Garonne, dans le Tarn, c'est ce que je sais parce que c'est mon département, entre guillemets. Voilà, et certains repartent, mais les autres qui ne repartent pas pour différentes régions, des Juifs, tout ce que vous voulez, qu'en faire? Alors s'ils ont un peu de moyens, on les laisse dehors, mais s'ils sont pauvres, eh bien on les met dans des camps, le camp de Noé, le camp de Récévédou, enfin tout ce que vous voulez, le camp de Gurs, le camp de... Et après nous avons au camp de Rivesaltes. Et on invente un concept, les gens en surnombre dans l'économie nationale. Si vous êtes en surnombre d'étrangers, en surnombre dans l'économie nationale, on vous met dans un camp. Et pour en sortir, il ne vous reste que la solution que vous engagez dans des groupements de travailleurs étrangers comme celui de Fumel, qui au début sont composés que d'Espagnols, puis après seront composés, j'allais dire, de personnes diverses. Voilà. Donc, les camps, il y en a plein. Et ces camps, ils sont saturés, ça coûte cher. Et donc, dès l'automne 40, l'extrême droite, les journalistes d'extrême droite disent « Ouh, mais il faudrait les envoyer ailleurs. » Alors, les envoyer ailleurs, c'est comme les envoyer en Algérie. Et ce qui est amusant, c'est que le gouvernement Daladier, dès mai 40, avait réfléchi à ça. Il avait prévu un premier convoi qui devait partir de la Haute-Vienne pour Marseille. Alors ça aussi, ça me sidère. C'est comment, parfois, l'administration c'est un train, une fois qu'il est lancé, on ne s'occupe pas des détails. Mais 40, c'est quand même une France, fin mai 40, une France du Sud complètement engorgée par des convois, des gens qui fuient le temps. Et bien on trouve le temps d'organiser un convoi, de mobiliser des militaires, des gendarmes, pour les encadrer jusqu'à Marseille. Et là, problème, parce qu'à l'histoire, il y a toujours des problèmes qu'on ne contrôle pas. Dans un sursaut héroïque, Mussolini vient de déclarer la guerre à la France. La France est vaincue et il déclare la guerre. Ce qui fait que on estime à Marseille qu'on ne peut plus traverser la Méditerranée et on renvoie tout le monde dans la Haute-Vienne. Et donc le projet va mûrir pendant tout l'automne 40 et en janvier 41 on prend la décision à Vichy et en mars c'est les premiers départs. Donc c'est la panique la plus complète quand ils arrivent. Rien n'est préparé. Donc il faut s'imaginer ce fort de Gelfa comme étant un petit fort. Donc on ne peut pas aller loger dans le fort. On met des tentes, des marabouts, vous voyez ce genre de marabouts coniques, hein. C'est le grand marabout conique de l'armée française, et on met ces marabouts dans la cour, conditions d'hygiène pas possible, il y a un point d'eau pour 700 personnes, et on leur dit, messieurs, vous allez nous construire à l'extérieur un camp. Et ils vont construire un camp avec des marabouts, des bateaux. Et ce camp, c'est là où vont être arrêtés les républicains espagnols, lorsqu'ils vont arriver quelques mois plus tard. Alors en gros, je fais vite, les 3 premiers départs, c'est les Français, et puis à partir du 4e, ce ne sont que des étrangers. En tout, il va y avoir 10 convois. Le dernier convoi, ça sera celui du 27 août 42. Il y en avait prévu un en décembre, mais l'invasion de la zone sud fait que ça tombe à l'eau. Et en gros, donc vous avez 2500 personnes. Alors, c'est toujours pareil. Je me suis aperçu, dans les brigadistes internationaux, on vous met 45 Polonais, bon ça va. Mais on vous met 75 soviétiques. Bon. Moi je dis rien, c'était possible. Et puis en regardant les billots dans le métro, je m'aperçois que dans le qu'on considère comme soviétique, des gens qui ont un parcours bizarre.
c'est-à-dire des Russes qui avaient quitté l'Union soviétique au moment de la Révolution d'octobre, pour différentes raisons, qui ont vécu en France, ont milité en France, sont mariés en France, et l'un en particulier. Il fait les brigades internationales, et quand il rentre, il se fait coincer comme apatride. Et donc, on le qualifie de russe. Alors, on va arriver, mesdames, c'est bientôt à vous, on va arriver à la troisième partie, c'est donc dans les camps d'Algérie.